Bonjour, je suis Aurélie Palude, professeure en culture générale en prépa économique au lycée Ozenne de Toulouse. On va évoquer à présent le lien entre image et mots, sachant que l'image donne l'impression de pouvoir être saisie d'un coup quand les textes obligent à un ordre linéaire. On voit aussi que les images ont précédé les mots, ne serait-ce que par rapport aux peintures rupestres qui nous sont parvenues. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elles signifient, faute de mots pour les décrypter. On ne sait pas si la peinture était la remémoration de hauts faits, si c'était une forme de sortilège. Donc les mots nous manquent pour donner du sens à ces images. Alors, on va d'abord se demander si les images ne parleraient pas plus que les mots. Et de fait, les images ont un pouvoir en soi. On le voit notamment avec ce qu'on a appelé le syndrome de Stendhal. Stendhal arrive à la basilique Santa Croce et il est saisi par les images, si bien qu'il manque de faire un malaise. Alors, je vous lis l'extrait qui rend compte de cette expérience, donc à Florence en 1817. « J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. » Donc ce syndrome de Stendhal, en fait, peut encore frapper de nos jours des voyageurs qui auraient des palpitations, des vertiges, des suffocations, soit parce qu'une image résonne en eux de façon singulière, soit parce qu'ils sont submergés par de nombreuses œuvres d'art. Donc on voit déjà qu'il y a une puissance des images qui se passe des mots. On voit aussi que les images violentes ont un pouvoir. On pense notamment aux images choc face à un drame, les images du 11 septembre, des attentats du 11 septembre, ou cette photographie qui a circulé d'Aylan, un petit enfant kurde, en 2015, retrouvé mort sur une plage en Turquie. Donc on voit que ces images ont circulé et qu'en elles-mêmes, elles sont porteuses d'émotions et elles ont une dimension universelle dans la mesure où elles se passent de mots et elles imposent leur violence et leur émotion. On voit aussi que les images imposent une certaine évidence, qu'elles sont efficaces pour favoriser la compréhension. Napoléon disait qu'un bon croquis vaut mieux qu'un bon discours et on voit aussi que d'Alembert a fait le choix dans l'encyclopédie d'associer des textes et des illustrations. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il disait qu'un coup d'œil sur l'objet ou sur sa représentation dit plus qu'une page de discours. Ainsi, pour comprendre les différentes étapes qui mènent à la fabrication d'une aiguille, eh bien, il est plus simple de faire des schémas parce qu'on peut avoir une vision globale de l'atelier. Puis, on peut voir la coupe détaillée de certaines machines et on peut grossir certaines pièces. Donc, il y a une efficacité de la gravure, de l'illustration qui se passe de mots et qui, au mieux, peut inviter à lire l'image, à lire le texte, à piquer la curiosité du spectateur. On voit aussi que lors de certaines expéditions, on a eu le besoin d'être accompagné de dessinateurs pour rendre compte d'une réalité qui était inconnue aux Européens. On peut penser notamment à Jacques Arago, qui, en tant que dessinateur, a accompagné Freycinet dans son voyage autour du monde en 1817 à bord de l'Uranie. Donc on voit que les images aussi favorisent la découverte d'éléments inconnus et vont permettre aux spectateurs d'avoir très vite une image et une compréhension. On peut, d'une certaine façon, envisager aussi l'efficacité du dessin satirique et de la caricature. C'est en tout cas le pari que faisait Baudelaire lorsqu'il écrit dans Écrit esthétique en 1857, « Quant au moral, Daumier, donc célèbre caricaturiste, Daumier a quelques rapports avec Molière. Comme lui, il va droit au but. L'idée se dégage d'emblée. On regarde, on a compris. Les légendes qu'on écrit au bas de ces dessins ne servent pas à grand-chose, car ils pourraient généralement s'en passer. » Donc on voit ici que Baudelaire estime que les caricatures de Daumier s'imposent d'elles-mêmes et que le message est d'une grande limpidité. Toutefois, on peut tout de même supposer qu'on a besoin des mots pour comprendre les images, les interpréter et les décrypter. Notamment, on a besoin des mots pour comprendre les images qui ont été créées par d'autres. C'est le cas des cartels que l'on va trouver dans les musées. Mais pour revenir sur la caricature, on sait que la caricature peut faire l'objet d'incompréhension, qu'elle peut être liée à un contexte particulier
Et donc, en 2015, un dessin avait été publié par Charlie Hebdo, un dessin réalisé par Rhys, autour justement de la mort du petit Aylan. Et cette caricature a suscité des vagues de haine, si bien que le dessinateur Luce, qui est donc un collaborateur, a jugé nécessaire de décrypter le travail de son collègue pour expliquer aux tout-venants, mais aussi aux médias, comment fonctionnait la caricature. Donc on voit ici qu'il est nécessaire que la caricature fasse l'objet d'une explicitation afin de ne pas créer de malentendus. Plus largement, on voit aussi l'importance du travail des historiens d'art. Je pense notamment au célèbre historien de l'art Daniel Arras, qui a écrit des ouvrages comme On n'y voit rien ou Histoire de peinture. Il s'est notamment attaqué à un tableau que l'on apprécie sans doute tous, mais qui est un véritable mystère, c'est la Joconde. Il a rappelé d'abord que ce tableau était l'objet d'une commande, puisque le mari de celle qu'on appelle Mona Lisa avait commandé ce tableau pour célébrer sa femme qui lui avait donné 2 enfants. Or, on sait que ce tableau n'a jamais été donné à son commanditaire, et d'ailleurs, Daniel Arras pense que ce tableau n'aurait pas plu. Pourquoi ? Parce que la jeune femme esquisse un léger sourire, ce qui était très mal vu, et qu'elle avait les sourcils épilés, ce qui était réservé aux prostituées. Mais il s'est également interrogé sur l'arrière-plan. Il voit que l'arrière-plan est essentiellement naturel, à l'exception d'un détail, la présence d'un pont. Et il comprend alors que ce tableau est une méditation sur le temps. Pourquoi ? Parce que le pont et l'eau qui passe sous ce pont est souvent une métaphore éculée du temps qui passe, et que tout portrait finalement est une méditation sur le temps, puisque on contemple dans un portrait celui qu'on n'est déjà plus, puisque le temps a passé. Donc on voit ici tout le travail et le mérite de ce travail de l'historien de l'art qui va mettre des mots sur un tableau qui nous saisit, qui nous interpelle, mais dont on n'a pas forcément les clés. Pour autant, on peut aussi se demander si les critiques d'art n'ont pas tendance à orienter, à surinterpréter certains tableaux. On a aussi besoin des mots pour comprendre les images que nous créons nous-mêmes. On sait que Freud a donné quelques clés de compréhension pour les rêves. Mais dès l'Antiquité, ce travail d'explicitation, de décryptage des rêves était déjà à l'œuvre. On voit notamment dans l'Ancien Testament que Joseph, donc un hébreu, va aider Pharaon à comprendre l'un de ses rêves. Alors je vous lis l'épisode de l'Ancien Testament. Donc, le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph : « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au Pharaon : « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Le Pharaon dit alors à Joseph : « Dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. Alors, 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. 7 autres vaches sont sorties après elles, maigres, très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laides dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les ont englouties dans leur ventre sans qu'on aperçoive qu'elles y étaient entrées. Leur apparence était aussi laide qu'avant, puis je me suis réveillée. J'ai vu encore en rêve 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Est, ont poussé après eux. Les épis maigres ont englouti les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Donc on a ici un rêve qui est éminemment symbolique, avec des vaches et des épis qui symbolisent la richesse et la fécondité du pays, et puis ce chiffre 7 qui est un chiffre sacré. Joseph va donner au Pharaon les clés de compréhension. Il va lui expliquer que ces rêves qu'il voit sont prémonitoires et annoncent 7 années de stérilité, de sécheresse et de disette. Et puisque cette interprétation de Joseph permet au Pharaon d'anticiper et de faire des réserves, et donc permet à l'Égypte de rester un pays riche, eh bien Joseph sera récompensé et deviendra le conseiller du Pharaon. Donc on voit aussi cette nécessité de comprendre les rêves, des rêves qui interpellent et qui sont des images symboliques, souvent auxquelles on accorde un pouvoir prémonitoire. On sait aussi que les mots peuvent renforcer l'effet de l'image. C'est le cas notamment de la publicité par la combinaison des images et des slogans. Dans son roman César Birotteau, Balzac va s'intéresser à la façon
dont Desarbiroto, justement, va essayer de promouvoir certains produits. L'un d'entre eux s'appelle la pâte des sultanes et il va signaler aussi que ce produit a été approuvé par l'Institut. Donc à travers le choix du nom du produit, la pâte des sultanes, on voit comment il convoque le goût de son époque et de ses contemporains pour l'orientalisme. Donc on propose une sorte d'exotisme à travers ce produit. Et puis à travers le slogan approuvé par l'Institut, on donne une dimension scientifique aussi à ce produit. Donc on voit comment les mots, les slogans, sont là aussi pour renforcer le pouvoir des images que l'on va voir sur les étiquettes des parfums. Mais les mots orientent, voire biaisent l'interprétation des images. Alors pour cela, j'invite à regarder le documentaire Lettres de Sibérie de Chris Marker. Donc Chris Marker se voit passer une commande par l'association France-URSS et il va s'intéresser à la ville de Yakoutsk. Donc en fait, le documentaire, c'est un documentaire qui dure quelques minutes, il se présente de la façon suivante. On va avoir 3 séquences avec les mêmes images, mais le commentaire et la musique sont différents. Donc, premier commentaire élogieux, deuxième commentaire plutôt un pamphlet qui va dénigrer Yakoutsk, et puis le troisième qui se veut neutre. Et on voit finalement qu'un documentaire ne saurait être neutre et que tout commentaire apporté à des images va orienter le jugement du spectateur. Donc Marker insiste aussi sur le poids de la musique qui va créer une certaine atmosphère. Donc on voit comment les mots peuvent finalement déformer les images. Donc premier temps déjà, on comprend que les mots peuvent clarifier les images, mais ils peuvent aussi les opacifier, les surinterpréter, les déformer. Troisième temps que je propose, on peut se demander si les images ne peuvent pas émerger à partir des mots. Autrement dit, est-ce que les images peuvent naître à partir des mots? Est-ce que les images n'auraient pas besoin des mots pour émerger? En effet, certaines images naissent des mots. C'est le cas notamment d'un procédé littéraire qu'on appelle l'hypotypose. Donc l'hypotypose, vous pourrez lire un cas d'hypotypose dans la pièce de Racine Phèdre, l'acte 5, scène 6, où Théramène raconte la mort d'Hippolyte. Donc, Hippolyte est un jeune homme valeureux qui va être attaqué par une sorte de monstre marin. Et on imagine bien que cette scène est irreprésentable sur une scène de théâtre. Parce que si on faisait émerger ce monstre marin, eh bien on aurait des problèmes techniques et peut-être qu'on aboutirait à une imagerie un peu kitsch. Là, l'idée est de dépeindre par les mots cette mise à mort. Et donc on voit comment les mots de Théramène vont faire émerger la vision de ce monstre, la frayeur des chevaux d'Hippolyte et puis le courage d'Hippolyte. Donc on voit comment le récit fait naître des images mentales chez le spectateur de la pièce ou le spectateur face à la représentation théâtrale. On a un deuxième processus qui est intéressant et qui s'appelle l'ekphrasis. L'ekphrasis, c'est la description généralement d'une œuvre d'art. Si on lit l'Iliade, par exemple, on est confronté au bouclier d'Achille, qui fait l'objet d'une description très longue, description si précise qu'on a presque l'impression que l'image se construit dans notre imaginaire. Donc là aussi, les mots font naître des images. Autre cas de figure, c'est le calligramme. Ce calligramme qui a été proposé notamment par Apollinaire, calligramme qui relève de la poésie visuelle. Donc on a un cas intéressant où l'objet évoqué donne lieu à un dessin et est présenté sous forme de dessin. Mais au-delà de l'aspect potentiellement ludique, eh bien on se rend compte que cela génère aussi un autre rapport au texte. Par exemple, si on prend le calligramme la cravate et la montre, eh bien donc on a un petit dessin de cravate, une montre, et puis on se rend compte que la lecture ne va pas de soi. D'abord, on n'est pas sûr qu'il faille lire d'abord le remontoir ou le cadran. Donc se pose déjà un premier doute pour le lecteur. Et selon qu'on lise d'abord le remontoir ou d'abord ce qui est écrit sur le cadran, eh bien on n'aura pas le même sens pour ce poème. Donc c'est une expérience aussi intéressante qui interroge les difficultés de décryptage. Donc on n'est pas forcément face à un texte qui est purement ludique, on a aussi un défi à relever pour le lecteur, un choix à faire face à cette poésie. Plus largement, on se rend compte finalement que tout discours fabrique des images. Tout discours fabrique d'abord une image de celui qui prend la parole. C'est ce qu'on appelle l'éthos
Donc l'orateur va construire une certaine image de sa personne. Ensuite, s'il s'attaque à un adversaire à travers un discours polémique, il va construire une image de son adversaire. Et puis, il va évidemment construire une image d'une situation présente et du sujet qu'il va aborder. Donc tout discours fabrique des images. On peut notamment consulter les vidéos de Clément Viktorovitch qui décrypte justement ces discours politiques en analysant par exemple aussi les images utilisées, les hyperboles, les métaphores, voir comment ces figures de style, ces images littéraires vont avoir un effet sur le public. On se rend compte que les discours peuvent créer des images angoissantes comme des images plaisantes. En ce qui concerne les images angoissantes, on peut penser notamment au récit du jugement dernier et à des discours qu'on dit eschatologiques, donc des discours de fin du monde. C'est le cas notamment de l'Apocalypse selon saint Jean, donc un texte qui va mobiliser l'image de 4 cavaliers qui correspondent à des fléaux. La guerre, la conquête, la famine et l'épidémie ou la mort. Et donc ce discours a vocation à créer des images chez le lecteur, soit pour effrayer les non-chrétiens et leur présenter, leur mettre sous les yeux le sort qui les attend lors du jugement dernier, soit au contraire pour rassurer les chrétiens qui seront récompensés. On sait aussi que certaines images sont plutôt plaisantes. Donc il y a un plaisir des mots auquel est notamment sensible La Fontaine dans sa fable Le pouvoir des fables. Donc dans cette fable, La Fontaine met en scène un orateur grec qui veut sensibiliser ses congénères à la menace que constitue la Macédoine. Or, il ne parvient pas à alerter ses concitoyens qui semblent indifférents. Donc dans un premier temps, il va tenter des harangues avec des discours très directs. Voilà ce qui est dit dans la fable. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. Donc on voit qu'à travers ces discours directs, à travers des mots assez violents, il ne parvient pas à intéresser ou à attirer l'attention de ses concitoyens. Et donc pour capter l'attention du public, il va changer de stratégie et convoquer des images mythologiques. Donc voilà ce que dit la fable. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix « Et Cérès, que fit-elle » Donc on voit ici qu'il a réussi à capter l'attention de son public grâce à des images mythologiques. Alors, l'orateur se désole de ce besoin d'image qu'il juge puéril, mais La Fontaine souligne bien ce pouvoir des images qui serait plus efficace que des mots explicites. Et si on remet un petit peu la fable en contexte, on se rend compte qu'elle est adressée à un diplomate, M. de Barillon, qui avait pour mission de convaincre le roi d'Angleterre Charles II de ne pas s'allier contre la France, s'allier à l'Espagne, l'Autriche et la Hollande. Que nous dit finalement La Fontaine? Il nous dit que les fables ont un certain pouvoir, autrement dit que lorsqu'on est ambassadeur, il faut savoir faire preuve de tact et de séduction, éviter peut-être une parole trop directe au profit d'images bien choisies qui seront tout aussi efficaces.